Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Alors, Pascal de la Tour du Pin, effectivement, elle manque beaucoup aux techniciens qui calent les jingles, effectivement. Pascal de la Tour du Pin, qu'on salue. Je pense qu'elle fête... On ne se risquera pas à l'imitation. D'accord, non, oh, surtout pas. Elle est inimitable, irremplaçable, croyez-moi. Bon, alors revenons à nos moutons, Nathan Dever et Jules Torres, parce qu'on évoquait à l'instant ce qui s'est passé à la prison de Nantes lors du week-end de Noël. Pour rappel, 197 projections de toutes sortes, par des drones avec de la drogue, des téléphones portables, des colis. En tout cas, les détenus ont eu un Noël peut-être un peu plus généreux que certaines familles françaises, j'en suis persuadé. On parlait justement parce que cette affaire vient percuter les annonces de Gérald Darmanin, le nouveau garde des Sceaux, qui souhaite, pour rappel, une place nette dans les prisons et également une application des peines et surtout des petites peines. Je vous propose d'écouter le nouveau garde des Sceaux à ce sujet. Il faut que l'exécution de la peine soit très rapide. Pour cela, il faut sans doute imaginer des choses différemment. Et notamment imaginer des centres de détention à taille plus humaine, où on a des gens qui font quelques mois de condamnation et qui le font effectivement, et qu'on ne les mélange pas avec des gens qui font 10 ans, 15 ans ou 20 ans pour des crimes plus graves. Alors voilà, ce que dit Gérald Darmanin est très intéressant, Nathan Dever, Jules Torres. Oui, d'accord, pour incarcérer des petits délinquants condamnés à des peines de prison à 2 ans ou moins, mais attention à ce qu'ils ne côtoient pas des gros bonnets. C'est un modèle qui fonctionne, ça s'appelle le modèle hollandais. C'est ce qu'ils font depuis des années aux Pays-Bas, et visiblement ça fonctionne, puisque les prisons scandinaves, mais plus globalement ils ont plus de place dans leurs prisons aux Pays-Bas. Plus de place, elles ne sont pas à une surpopulation carcérale de 130%, et surtout, elles ne connaissent pas ce qu'on vit actuellement en France. Et c'est là où cette affaire est intéressante, parce que non seulement elle vient nous rappeler aujourd'hui l'horreur de la prison, et là c'est le point que j'accorderai à Nathan sur le fait que, aujourd'hui oui, les conditions sont indignes en prison, mais ça ne cache pas l'autre pendant, c'est qu'on a un trafic de drogue où le narcotrafic vit depuis les prisons, qu'on a une criminalité qui est grandissante, qu'on a un trafic au-delà de la drogue, trafic, moi j'ai appris par exemple qu'on pouvait se faire livrer un McDo chaud dans des prisons, vous voyez, par notamment ces drones-là. Ah oui, d'accord, je pensais que c'était des livreurs Uber Eats, j'ai eu peur, bien sûr, c'est des livreurs avec toujours ce même style de projectiles, ces styles de drones. Vous savez, moi, à chaque fois, ça me parle, parce que par exemple, dans cette prison-là, il y a 915 détenus, et donc vous avez dit à peu près 200 cadeaux pour Noël. Moi, fut un temps, j'habitais à côté de la prison de la Santé, et je peux vous dire que quand je passais en scooter à 23h15, 23h30, en fait, des lanceurs de colis, des lanceurs de projectiles de colis, j'en voyais tous les soirs. Et les policiers, l'administration pénitentiaire, ils ne peuvent rien faire. Ce qui se passe à l'extérieur, ils peuvent pas te contrôler. Évidemment, il y a des rondes de policiers, il y a des rondes de gendarmes, mais ils ne peuvent pas, endiguer ce fléau-là. Et ce que nous disait très bien le syndicaliste, c'est ils sont impuissants. Impuissants déjà parce qu'ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas les moyens d'avoir des policiers en dehors. Les brouilleurs, on en parle beaucoup, mais bien souvent, les personnes qui utilisent les drones sont sur d'autres fréquences, donc ça perturbe les brouilleurs. Et puis, ce que demande aussi un certain nombre de syndicalistes policiers, c'est des filets anti-projectiles. Et ils nous disent qu'ils n'ont pas les moyens. On est en France. Pour des filets. On n'a pas les moyens pour des filets anti-projectiles. Donc, ça nous montre, toute cette situation nous montre l'incapacité de l'État à répondre à une situation qui est gravissime dans nos prisons, et pour les détenus, et pour ce qui se passe avec le trafic de drogue qui crée des milliers et des milliers de victimes, et pour l'administration pénitentiaire. Nathan Dever. Oui, alors sur la question des projectiles. En effet, aujourd'hui, les prisons ne sont pas hermétiques. Ça veut dire qu'il y a cette idée que parce qu'il y a des murs, les objets ne rentreraient pas. C'est une idée fausse. Il faut distinguer, je pense, des gens qui viendraient au parloir, qui glisseraient un petit téléphone pour un proche, etc., de la manière dont là, dans ce que vous rapportez, des entrées massives de projectiles avec de la drogue, etc., et organisées par des réseaux
criminels, mafieux, et que c'est pas individuel, c'est structurel. Et tout ça, je pense, doit être placé dans la question plus large du fait qu'aujourd'hui, les trafics de drogue sont bel et bien en train de concurrencer l'autorité de l'État, qui se place presque d'égal à égal vis-à-vis de l'État, et que donc rentrer dans une prison, ça ne leur fait pas peur. Ensuite, sur la question de la récidive. Il y a cette histoire que Monsieur Darmanin propose de faire des courtes peines, de les faire vite, etc. Et je pense que ça, c'est en effet une donnée importante, d'échapper un peu à cette lenteur de la justice dans laquelle un individu commet un délit ou un crime et il attend extrêmement longtemps avant d'être condamné. Et puis entre la condamnation, la première condamnation et le moment où il a vraiment une sanction, parce qu'avec tous les sursis, etc. Donc ça fait qu'il peut parfois être déjà engagé dans un engrenage terrible avant vraiment d'être sanctionné. Ça, c'est une donnée. Il y a une deuxième donnée quand même, c'est que je pense que non seulement la prison actuelle française, elle est dysfonctionnelle, parce qu'il y a une surpopulation, parce qu'il y a un manque de moyens, etc. Mais je pense quand même que même dans le modèle de la prison française, il y a quelque chose qui ne marche pas toujours. Cette croyance selon laquelle, quand vous isolez quelqu'un, que vous l'enfermez, que vous le mettez dans une sorte de situation d'inertie, quand il va en ressortir, il sera nécessairement réinséré, c'est une croyance qui, à mon avis, a des angles morts. Et j'aimerais vous donner un argument, c'est qu'il y a une prison en France où le taux de récidive est beaucoup plus bas que dans la plupart des autres prisons. Elle est en Corse, elle s'appelle la prison de Casabianda. Et elle a une spécificité, c'est que c'est une prison qui s'appelle ouverte. C'est-à-dire que les criminels, c'est des criminels, c'est pas des petits délinquants, sont là, souvent des criminels sexuels d'ailleurs, ils ont la possibilité de sortir de la prison, de revenir, etc. Et ils sont surtout mis dans des champs en tant qu'agriculteurs. Et il y a un vrai travail qui est fait sur la réinsertion. C'est une prison. Si, c'est une prison. Si, juridiquement, c'est une prison. Oui. Et le taux de récidive elle n'a de prison que le nom. Non, parce que elle ne fonctionne pas de la même manière. Évidemment que les gens, s'ils s'évadent, après, ils sont punis. Et le taux de récidive est largement inférieur au taux de récidive dans les autres prisons. C'est aussi peut-être qu'il faut sonder la nature, j'allais dire, criminogène et culturelle. Vous savez, les Corses, moi je connais très bien ce peuple, c'est pas tout à fait, à mon avis, le peuple qui est dans cette prison à Nantes-Carquefou. C'est-à-dire que ils sont, la plupart des personnes en Corse, en effet, vous avez raison, qui sont dans les prisons, c'est soit pour terrorisme, soit pour de la délinquance sexuelle. On n'est pas du tout sur les mêmes comment dire, niveaux criminogènes qu'il peut y avoir en métropole, notamment, je le dis bien, sur la question du trafic de drogue. Parce que vous parliez des téléphones. Les téléphones, ils sont utilisés pour quoi ? Pas pour appeler sa mère ou son grand-père. Ils sont utilisés pour commanditer des meurtres. Souvenez-vous, le drame qu'on a commenté à Marseille, vous savez, ce chauffeur de VTC ce chauffeur de VTC qui a été tué par un gamin de 14 ans. Il avait été commandité par qui, ce meurtre ? Il avait été commandité depuis une prison. Et ça, on le voit tout le temps. On avait donc en fait, quand Gérald Darmanin dit que les prisons sont devenues finalement le prolongement de la délinquance en France, il est en plein dans le mille. C'est au-delà de même du prolongement, c'est que bien souvent il est organisé depuis la prison, il n'y a pas besoin. Il suffit de regarder toutes les grandes figures, on connaît pas leur nom, mais toutes les grandes figures du clan Yoda, de la DZ Mafia, du gang des Blacks. Eh bien, la moitié elles sont en prison, et pour le coup, ça n'empêche pas toutes ces gangs de faire prospérer leur horrible trafic, parce qu'aujourd'hui le trafic de drogue, il faut quand même le rappeler, c'est un chiffre d'affaires qui est digne d'une société du CAC 40. C'est entre 4 et 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Il y a 200 000 personnes qui en vivent. Donc on n'est pas sur une petite entreprise. Non, on n'est pas sur une PME du coin de la rue. Autre chiffre, le trafic de drogue touche 79% de notre territoire. Donc on voit très bien que la prison qui est dans le sud, la prison à Nantes, la prison dans le nord, eh bien elle est gangrénée par le trafic de drogue, ça c'est certain. Donc la question n'est pas forcément de savoir si oui ou non c'est qu'il faut nettoyer ou pas les prisons, c'est que c'est un impératif. Si on le veut arrêter le fléau du trafic de drogue, il y a plusieurs solutions. Il y a la question migratoire, on sait très bien que la drogue, elle ne passe pas par les champs français, qu'elle passe par les flux migratoires, par les ports. Est-ce que vous savez combien de containers sont examinés dans le port du Havre ? Combien ? 2%. Oui. Ah oui, 2%. D'accord. Donc on voit très bien que c'est une situation où il y a 1000 solutions. Et c'est là où je pense que la mission de Gérald Darmanin va être très intéressante. C'est-à-dire que enfin, on a quelqu'un qui va être volontaire. Aura-t-il des résultats ?
Ça, je n'en sais rien. En revanche, il peut avancer un certain nombre de propositions, un certain nombre de solutions qui ne sont pas forcément toujours bonnes, mais en tout cas, il est volontaire et on voit qu'il y a un déterminisme au plus haut sommet de l'État pour régler cette question-là. Et on rappelle d'ailleurs qu'il y a une surreprésentation des étrangers dans les prisons 25%. françaises. 25%, tout à fait. C'est 3 ou 4 fois plus que le nombre dehors, entre guillemets. Ouais. Voilà, cette fois-ci, le jingle était le bon. Jules Torres du JDD, Nathan Dever. Ils ont bien entendu nos plaintes. Oui, effectivement. Bon, avant de revenir vers vous, messieurs, j'aimerais tout de même, parce qu'on parle toujours de Gérald Darmanin, le nouveau garde des Sceaux, ce qu'il promet, est-ce réalisable? Et puis surtout, aura-t-il le budget en cette période de vache maigre, parce que clairement, il en aura besoin d'argent. Et justement, lors de son déplacement en Picardie, dans cette belle Picardie et cette belle ville d'Amiens, Gérald Darmanin, le nouveau garde des Sceaux, a réagi sur ce sujet. Je compte bien, effectivement, comme ministre de la Justice, pouvoir obtenir ces crédits supplémentaires, tout en comprenant évidemment les contraintes budgétaires nationales. Ce que nous voulons, c'est plus de rapidité, plus de fermeté. On ne peut pas le faire avec des moyens constants. Et donc, pour qu'il y ait plus de rapidité, plus de fermeté, il faut un peu plus de moyens. Voilà, plus de moyens. Oui, mais le problème, c'est que tous les ministères réclament plus de moyens et ce sera pas une équation facile. Nathan Dever, oui, Jules Torres, je ne sais pas. Non, et pour le coup, juste en 2 mots, c'est-à-dire que on a beaucoup parlé d'Éric Dupond-Moretti, de son soi-disant laxisme, de ce ministre du sentiment d'insécurité, et pour le coup, il avait quand même une réussite, c'est d'avoir fait augmenter le budget du ministère de la Justice. 200... il avait obtenu 200, c'était des centaines de millions d'euros. Il l'a passé c'est simple, en 2017, le budget était autour de 6 milliards et actuellement il est de 10 milliards. Il est un petit peu au-dessus de 10 milliards le ministère de la Justice. Donc on voit très bien qu'il y a eu des avancées. Et la question finalement subsidiaire, c'est qu'on n'est pas tellement sur la question du budget. Ça évidemment, quand on demande aux magistrats, aux syndicalistes, ils veulent toujours plus de budget. Ce qu'attendent les Français, eux, c'est des mesures 5% fermes, par rapport à 2023. Absolument, c'est de la fermeté, c'est des réponses claires. Quand on voit qu'on a fait un sondage la semaine dernière qui nous disait que 62% des Français trouvaient la justice partiale, eh bien c'est que la justice a manqué quelque part, et c'est pas forcément que sur cette question du budget-là. Donc à des réponses, à des questions simples, des réponses simples, des solutions, et avec un budget, c'est toujours mieux. Voilà, oui, surtout que pour brouiller les drones et les téléphones portables, il faudra du budget. Parmi les projets, les velléités de Darmanin, de Gérald Darmanin, il y a justement cette volonté de protéger les repentis lorsqu'ils collaborent avec la police. Alors les repentis, comme on dit dans la rue, les poucaves, les balances, pardonnez-moi de le dire ainsi, mais c'est le langage dehors. Oui. Nathan Dever, alors la protection comme ça de ceux qui pourraient renseigner les forces de l'ordre et qui sont au contact finalement du terrain, peut-être davantage que la police. Bonne idée. Je crois que c'est en effet au niveau éthique, idée. C'est peut-être un peu dérangeant. Oui, mais là, on n'est pas sur des sujets éthiques. Il y a quelques semaines, précisément, un repenti italien a permis de résoudre un crime, toujours en Corse. Ça fait 2 fois qu'on parle de la Corse ce soir, en donnant des informations centrales à la police. Et lui-même avait participé à ce crime, et c'était un criminel. Et pour autant, il a permis la manifestation de la vérité. Pourquoi les repentis, c'est important ? C'est important parce que dans les sujets qu'on évoquait tout à l'heure, les mafias de drogue, vous pouvez mettre en prison les vendeurs de drogue, les petits rouages du système, ça ne change rien à la situation. Vous mettez en prison quelqu'un qui est tout en bas de la hiérarchie, de la pyramide de la mafia de drogue, il est remplacé le lendemain matin. De la même manière que quand vous fermez un point de deal, il se déporte à quelques dizaines de mètres. Donc c'est pas le sujet. Et donc le vrai sujet, c'est de faire tomber les gens qui sont en haut de ces mafias, même si en effet ils peuvent continuer d'avoir une sorte de nuisance, voire de travailler depuis leur cellule de prison, il est évident que leur incarcération, c'est quand même toujours un coût qui est porté au réseau, et que ça réduit quand même leur autorité sur le groupe. Donc dans ce contexte-là, la seule manière de faire tomber ces gens-là, c'est évidemment de s'appuyer sur des repentis qui sont pas des saints. Mais le sujet n'est pas là. Et de la même manière, monter les moyens de la police judiciaire, parce que c'est essentiellement elle qui fait parce tomber. Que ce qui me dérange quand même, Nathan Dever, là, c'est que dans ce que vous dites, il faudra peut-être une protection policière autour de ces repentis, protéger, dépenser. Et donc payer pour leur protection d'un point de vue. J'en reviens toujours à l'éthique, pardonnez-moi, Jules Torres, Nathan Dever, mais n'y a-t-il pas quand même un problème au niveau symbolique, dépenser de l'argent parce que c'est pour des criminels, oui, voilà. Le problème, je crois, c'est que quand quelqu'un
rentre dans une mafia de drogue, il a 2 moyens d'en sortir. La prison ou la mort. Et que, en fait, parce qu'il noue une sorte de pacte faustien avec les gangs qu'il emploie. Il commence comme chauffeur, payé 3 000 € par mois à l'âge de 15 ans, en sachant que c'est un salaire absolument mirobolant. Et puis après, comme dans une entreprise, entre guillemets, il va une caricature d'entreprise, il monte, il a des augmentations. Voilà. Et ça se passe pas comme dans une entreprise sur un point, c'est qu'il peut pas démissionner. Il peut pas dire salut les amis, on a bien tué des gens, on a vendu de la drogue, c'était super marrant, on va pas le laisser tranquille quand ouvrir un restaurant italien. Ça ne marche pas comme ça. Et donc évidemment que si la justice peut trouver des systèmes permettant de casser ce pacte faustien, même si ça pose des problèmes éthiques, et ça se fait dans beaucoup de pays étrangers, je crois que c'est quand même une méthode qui est évidemment intéressante, et que sur ce point, Gérald Darmanin a raison. Jules Torres. Et alors, si je peux doucher une partie de vos inquiétudes, par exemple aux États-Unis, ça se fait très fréquemment, c'est pas le statut du repenti, mais on appelle ça un collaborateur de justice, et bien souvent on lui demande par exemple de changer d'identité, de changer d'état. Et c'est très sont-ils intéressés sur les renseignements, justement, ces repentis, intéressés financièrement? Et c'est très rare, qu'ils soient sous une protection policière, et donc que les moyens de l'État soient utilisés notamment en moyens physiques et moyens de sécurité pour eux. Après, évidemment, pour des raisons économiques, c'est intéressant, mais parce que Nathan l'a bien dit, c'est quand on rentre dans la drogue, et bien souvent, et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu le film Un prophète. Eh bien, dans ce film-là, l'acteur, absolument, de Jacques Audiard, Tahar Rahim, au début, il arrive, il est complètement perdu, il est esseulé, et il a une bande qui veut sa peau, et bien il est protégé, encore une fois, par les Corses. Et donc il est obligé finalement de choisir, et une fois qu'il a choisi, on lui demande de tuer quelqu'un d'une autre bande rivale. Donc vous voyez très bien, et il a pas d'autre choix, l'acteur. Il nous dit finalement, c'est soit je me fais tuer, soit je tue. Et donc la seule manière pour les sortir, eh bien peut-être que c'est une réponse de l'État, avec ce statut du repenti, avec des moyens alloués par l'État, parce que on ne peut pas condamner à vie une personne qui a fait un mauvais choix. Et c'est ça aussi peut-être la réalité de ce trafic de drogue, et le débat qu'il faut peut-être ouvrir sur cette question-là. J'entends bien que symboliquement, à l'heure où on demande à tout le monde de se serrer la ceinture, à l'heure où il y a une crise économique qui plane, ce sont des moyens, honnêtement, qui sont à mon avis résiduels. Oui, d'accord. Donc ça va pas changer la notation de Standard & Poor's, pas d'inquiétude à ce sujet. D'accord. Bon. Non, mais en effet, et c'est là où je rejoins plutôt Nathan, c'est que c'est en haut de la pyramide que c'est intéressant. Les poucaves, comme on en a parlé. Oui, mais sont-ils en France ces repentis? Est-ce que les plus gros bonnets sont véritablement sur le territoire français? Non, moi je ne pense pas. Ou sont-ils aux Maldives ou dans des paradis fiscaux? Je ne sais pas. Bien souvent, ils sont soit en prison, soit, par exemple, pour les gangs, les DZ Mafia, ils sont au Maghreb. Donc non, en effet, la plupart du temps, ils ne sont pas en France, mais il y a évidemment des gros bonnets ou des bonnets intermédiaires, si je puis dire, qui sont sur le territoire français, et on peut endiguer ce fléau. Les opérations Place Nette dont vous avez parlé ont un petit peu commencé à perturber le trafic, mais ça ne fait que perturber le trafic, c'est que ça fait perdre 300, 400 000, 500 000 euros à ces trafiquants de drogue. Mais quand on parlait de chiffres tout à l'heure autour de 4 ou 5 milliards, on voit bien que là aussi c'est résiduel. Jules Torres, merci beaucoup. Vous êtes pris par d'autres obligations. Merci d'avoir partagé cette heure avec nous, ces 55 minutes avec nous. Et vous allez, je crois, chez nos amis de CNews, à l'étage du dessus. Merci Jules Torres. Nathan Dever, alors une réaction peut-être par rapport à ce qu'a dit Jules Torres sur eh bien justement cet esprit de vouloir peut-être collaborer avec ces anciens délinquants, ces actuels repentis. Bon, qu'en pensez-vous? Alors vous avez un peu répondu tout à l'heure, mais ce que disait Jules Torres, c'est que c'est une solution. C'est que les chefs si les plus gros sont ailleurs qu'en France. Voilà. Alors, déjà, et c'est le problème. Exactement. Alors déjà, les chefs de ces gangs ou ces mafias de drogue, en effet, ils sont souvent à l'étranger. Il y a quelques années, il y avait eu en Thaïlande, dans une boîte de nuit, 2 chefs de grandes mafias marseillaises de drogue qui s'étaient disputés, je crois, pour une affaire sentimentalo-sexuelle dans une boîte de nuit, qui s'étaient frappés. Et ça pourrait avoir l'air drôle comme ça, mais ça avait déclenché une guerre des gangs à Marseille.
qui avait fait des morts extrêmement nombreux pendant plus d'1 an, parce que les deux chefs, dans leur boîte de nuit luxueuse de Thaïlande, s'étaient disputés pour des histoires absolument légères, vulgaires, on se croirait dans un film américain. Sans aucun rapport avec le business. Exactement. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a ce décalage entre des gens qui subissent la pression de la mafia, je dis pas ça pour les déresponsabiliser, mais qui peuvent de facto pas sortir, et les chefs de gang. Il faut quand même saluer le fait qu'on a des sortes d'accords avec les justices de certains pays étrangers. L'année dernière, en Algérie, il y a un chef de gang important qui avait été arrêté, et je crois d'ailleurs extradé en France, et toujours marseillais. Il y a quand même une question qu'il faudra se poser, in fine. C'est qu'on peut lutter tant qu'on veut contre la drogue, par tous les moyens qu'on veut. Ça ne change pas le fait qu'on a entre 2 millions et 5 millions de consommateurs de drogue en France. 2 millions très réguliers, 5 millions la drogue un peu moins a le goût réguliers. du sang, disait Bruno Retailleau. Sont-ils un peu complices, les consommateurs? Et en l'état, ils sont complices. En l'état, quand vous achetez un joint, vous donnez de l'argent à une mafia qui va acheter des armes, qui va faire couler du sang, etc. Et qui va détruire la vie de jeunes, qui va pourrir la vie des habitants de quartier, etc. Mais ensuite, vous avez des gens qui sont dans des relations de dépendance. Et je fais un constat. Oui. Aucune politique répressive, aucune prohibition n'a jamais réussi à supprimer la dépendance dans aucun pays du monde. Peut-être excepté aux Philippines, où carrément on shoot dans la tête des consommateurs. Mais à part ce genre de méthode radicale et lunaire qui ne sera pas employée en France... Il y a des salles de shoot à Porte de la Chapelle. Bien sûr, la prohibition n'a jamais marché pour éradiquer la consommation, la demande en drogue. Et donc, face à cela, je pense qu'il faut aussi réfléchir à l'exemple de certains autres voisins européens, à l'exemple du Canada aussi, sur des politiques qui seraient différentes, peut-être moins répressives, pour s'attaquer à l'aspect mafieux, mais pour aussi encadrer parfois, dans certains cas, la consommation de certains stupéfiants. Merci beaucoup, Nathan Dever. Et en tout cas, à votre place, tout à l'heure, il y aura Philippe Guibert, chroniqueur politique, et en tout cas, Georges Fenech, ancien juge d'instruction. Merci beaucoup, Nathan Dever, d'avoir partagé cette heure avec nous.